Bonjour à tous, je vais essayer de vous accompagner cet après-midi le mieux possible à travers les différents intervenants et tables. Et j'invite à ce micro le nouveau directeur de Tracfin, Monsieur Antoine Magnan. Bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant d'être dans cette salle, salle de l'élégance. Je me réjouis et je vous remercie profondément, Monsieur le Président, pour votre invitation. Ce n'est pas la première fois que Tracfin est invité à participer devant vous et à intervenir devant vous. C'est la première fois, moi, que je le fais, puisque, comme l'a dit l'animateur, j'ai pris mes fonctions voici à peine plus de 6 mois. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous nous inviterez. On verra notamment la manière dont les propos que je vais vous tenir, dont nous verrons, la manière dont les propos que je vais vous tenir seront reçus. J'espère que vous continuerez à m'inviter dans la Maison de l'Élégance. Peut-être que je vous tiendrai des propos un peu vifs, mais auxquels je crois profondément. Merci aussi de nous inviter dans cette salle magnifique. J'étais impressionné de voir le nombre des intervenantes et le nombre des femmes qui sont présentes ici. La délégation de Tracfin est paritaire, mais l'assistance l'est presque dans sa totalité. Dans cet endroit qu'ici, je suis bien renseigné, mais c'est normalement mon métier. Parfois, il y a des failles. Et la bibliothèque d'un club dont l'adhésion est interdite aux personnes de sexe féminin. Il est toujours étonnant de rentrer dans ce type d'endroit, et donc je vous remercie de nous donner la possibilité de pouvoir le faire. En vous écoutant, Monsieur le Président, d'une certaine manière, vous aviez dit, pas forcément avec les mots que je vais employer, mais néanmoins, une partie des propos que je souhaitais vous tenir et même des messages que je souhaitais vous faire passer. Le premier point, c'est que, j'en suis à titre personnel convaincu, mesdames, messieurs, vous exercez un beau métier, vous avez de la chance, vous êtes au contact de l'objet d'art. Ce n'est pas mon cas, et parfois ça m'arrive de le regretter. J'ai vu un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes que j'ai pu pour certains ou certaines croiser dans des épisodes de vie personnelle ou professionnelle antérieure, et je me réjouis de les voir là. Voilà, je me disais que vous aviez de la chance, vous faites un beau métier parce que c'est un métier du beau, vous faites un métier qui a l'air de pas si mal aller. Vous mettiez en exergue l'augmentation à la fois du nombre de commissaires-priseurs et d'études. Quand on lit le journal, on ne voit pas, notamment ces temps-ci, une évolution dans cette direction-là si systématique, si puissante et aussi forte que celle que vous mettez en exergue. Peut-être que là aussi, vous avez de la chance et j'allais dire, je m'en réjouis pour vous. Si je vais plus directement dans les sujets qui sont ceux dont je m'occupe au quotidien, qui sont de permettre de nouer avec un nombre de professionnels considérable. Nos interlocuteurs, c'est 50 professions, 200 000 personnes qui, au quotidien, sont chargées par la loi, depuis parfois une trentaine d'années, depuis une quinzaine d'années en ce qui concerne les commissaires-priseurs, d'identifier, en tout cas de se poser la question, de savoir si des opérations économiques, financières auxquelles ils sont partis, auxquelles ils contribuent, qu'ils constatent, qu'ils voient passer devant leurs yeux, j'emploie exprès des terminologies avec une appréhension et une prégnance juridique variable, d'identifier celles de ces transactions qui peuvent recéler, dont on a l'impression qu'elles recèlent, un sous-jacent frauduleux. La fraude, c'est un concept un peu vaste et attrape-tout. Donc la définition juridique, législative, elle est plus précise. C'est qui recèle ou qui donne l'impression qu'ils nourrissent le soupçon, j'avance un peu dans le sujet, de ce qu'elles sont liées à la commission d'un crime ou d'un délit réprimé par plus d'1 an de prison. C'est
déjà moins attrape-tout. C'est plus grave. Ces typologies frauduleuses, elles nous semblent, et ces analyses sont fondées à la fois sur de la pratique d'enquête, de la pratique de contrôle, et pas simplement celle menée par Tracfin, des constats d'études internationales, des constats de résultats de l'activité de l'autorité judiciaire, mettent en exergue le fait que le marché de l'art, qui est un marché dynamique, vous l'avez dit, notamment en France, peut être un vecteur d'opérations de ce type, et notamment d'opérations de blanchiment. Et notamment d'opérations de blanchiment, peut-être ou peut-être pas, je serais peut-être moins catégorique que vous, Monsieur le Président, mais je connais sans doute moins bien le sujet, d'opérations de blanchiment de trafic de drogue, en tout état de cause d'opérations qui peuvent être liées à des escroqueries, à des abus de biens sociaux, à de la fraude fiscale. Ça, j'en ai vu, j'en ai en magasin. Certaines de ces opérations nous ont été déclarées par vous. Merci. C'est votre travail tel que le législateur vous l'a défini, voici donc 15 ans. Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont identifié ces opérations et ont fait, en application des dispositions obligatoires du Code monétaire et financier qui vous imposent de déclarer un soupçon à Tracfin, merci à celles et ceux d'entre vous qui l'ont fait. Le cœur de mon propos, alors je comprends que la table ronde suivante commence dans 3 minutes. Je vais déborder, Monsieur le Président, peut-être moins que le lancement des travaux de cet après-midi, mais je vais quand même un peu déborder. Je vous prie de m'en excuser, et surtout si vous souhaitez qu'on ait une séquence de questions-réponses. Le cœur de mon propos, le voici. Malgré des remerciements, je viens partager devant vous un message de frustration. Un message de frustration forte, à plusieurs égards. Comme vous l'indiquiez, Monsieur le Président, et il est d'autant plus confortable à ma place de se ranger derrière vous, en l'occurrence, vous êtes des acteurs centraux d'un marché dynamique. Le volume des déclarations de soupçons que la profession des commissaires-priseurs a adressé à Tracfin est faible. Très, 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 très faible. Je vais vous donner 2 chiffres. C'est 0,2% du total des déclarations de soupçons que reçoit Tracfin. Pas totalement persuadé que ce soit représentatif de la répartition des risques de blanchiment. Un second chiffre, j'ai adressé des remerciements à certains d'entre vous, mais un nombre limité d'entre vous, l'année dernière, 90% des études de commissaires-priseurs n'ont pas adressé de déclaration de soupçon à Tracfin. Tant mieux s'il n'y a pas de difficulté. C'est une excellente nouvelle. Vous disiez, la transaction moyenne est à 50 €. Après, les exemples que vous avez mentionnés, Monsieur le Président, m'avaient l'air de valoir un peu plus de 50 € la pièce, même si je ne suis pas un homme d'élégance, je suis un barbare de Bercy, comme vous pouvez vous en douter. Mais le pistolet d'Henri IV à 50 €, j'en chéris volontiers. J'en entends qui rigolent, donc il faut que j'aille loin, mais peut-être plus loin que ce que la rémunération d'un fonctionnaire peut permettre. Quelques cas de figure pour essayer d'illustrer le propos. L'origine du bien. On ne sait pas très bien qui est l'acquéreur, et ça n'a pas l'air d'être la même personne que l'enchérisseur. Ça pose question que l'acquéreur, le bénéficiaire effectif final, soit en France, soit à l'étranger. À cet égard, les 2 sujets m'intéressent. Lorsque le prix d'enchère, et le prix d'attribution plutôt, final, est démesurément supérieur à ce qu'était l'estimation haute de l'enchère. Soit vous avez un problème d'expertise, c'est possible, mais je ne peux pas y croire. Soit c'est qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il se passe quelque chose de bizarre sur une opération.
une entreprise achète des objets, alors que son objet social, c'est de faire de la boulangerie ou de vendre du matériel agricole. Est-ce que le fait qu'une entreprise achète les pistolets d'Henri IV, même si ses lèvres ont été frottées à l'ail et au jurançon le jour de son baptême, assure un lien de connexité avec l'objet social suffisamment net pour qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de question d'abus de biens sociaux? Voici quelques exemples que je souhaitais mettre en exergue. Ma conviction est que nous avons ensemble un vaste champ de travail coopératif, en tout cas je vous le propose, et de progrès. Un champ de progrès parce que nous avons une situation qui mérite beaucoup d'être améliorée, parce que, objectivement, ma perception de la situation est qu'elle est, à ce stade, insatisfaisante. Je vous disais, j'espère que je serai réinvité l'année prochaine, mais que je n'en étais pas certain. Je tends la main à la fois pour que, ensemble, nous arrivions à organiser une structuration meilleure de l'analyse du risque, mais aussi, pour prendre un terme qui n'est peut-être pas fréquemment employé dans ce type de cénacle, parce qu'il relève, si j'ai bonne mémoire, plutôt de la philosophie maoïste, de la conscientisation collective. C'est aussi ce message-là que je suis venu porter devant vous, à plusieurs égards. D'abord, pour vous rejoindre, Monsieur le Président, quand vous dites que s'il y a une difficulté forte, susceptible d'avoir un écho ou un éclat judiciaire, médiatique, les deux, c'est la profession dans son ensemble qui risquerait de voir son image altérée, voire dégradée. J'ai la conviction de pouvoir vous dire qu'une capacité à travailler plus, mieux et avec plus de résultats ensemble se fait d'abord dans votre intérêt, et donc dans l'intérêt du marché de l'art français. Le second point, c'est pour partager avec vous le fait que, avec mes collègues de la Direction générale des douanes qui assurent au quotidien la supervision de votre activité, nous souhaitons mettre en exergue les situations problématiques de carence déclarative de manière plus active que nous le faisons à ce stade. Pourquoi? Pour les raisons que je vous indiquais. Parce qu'il y a cette perception d'un écart entre là où nous sommes et là où nous pourrions ou nous devrions être ensemble. Et puis, parce que, dès maintenant, nous, et donc nous, c'est nous ensemble ici, commençons à préparer le retour de l'inspection du GAFI, qui arrivera en 2028 et qui mesurera en 2028 et sur les 4 années précédentes, ça commence donc en 2025, l'état général de l'écosystème, de l'engagement collectif, à la fois en termes réglementaires, organisationnels et pratiques, de ce qui se fait en France en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, les fraudes et le financement du terrorisme. Peut-être ce sujet n'est effectivement pas au cœur de notre échange aujourd'hui, mais sur les sujets de lutte contre le blanchiment, il me semble que nous avons ensemble des choses à faire. L'identification des progrès entre la fin de leur dernière vérification 2021 et le début de la nouvelle période sur vue qui commence dans quelques semaines sera le premier point, et ensuite la capacité que nous aurons à montrer ensemble notre évolution, nos progrès effectifs, sont à la fois un sujet de conscientisation, de mise en exergue de ce que nous avons empêché et de mise en exergue des soupçons que vous avez pu mieux nourrir par rapport à la situation antérieure. Ça commence dans quelques semaines. Mon objectif, mon souhait est de mettre en exergue le fait que, ensemble,
nous jouons un rôle de prévention actif qui est, j'en suis vraiment convaincu, comme je vous le disais à l'instant, fondamental pour la crédibilité de l'économie de notre pays dans ses différentes composantes et notamment dans la vôtre. Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour essayer de mieux identifier les risques. Mon objectif n'est pas de faire de la bâtonnite, pas mon sujet. Mon sujet est de nous assurer que nous plaçons le curseur à hauteur de là où il nous paraît collectivement qu'il doit être placé. Vous nous trouverez toujours, Tracfin notamment, et pas que, à vos côtés pour vous aider à mettre en œuvre cette mission qui vous incombe. Elle vous incombe et je compte sur vous et je suis confiant dans le fait que nous pourrons l'année prochaine mettre en exergue les évolutions et les progrès. J'ai un peu débordé, mais je me tiens à votre disposition pour quelques questions, si vous en êtes d'accord. C'est toujours la première, la plus difficile. Merci à vous. Deux questions, deux réponses. La première point, oui, c'est pas 0,2% du marché de l'art qui est déclaré par les commissaires-priseurs, heureusement. La situation serait là pour le coup inquiétante. C'est 0,2% des déclarations de soupçons reçues par Tracfin. Les banques sont dedans, je vous confirme, et je vous confirme aussi que l'année dernière, nous en avons reçu d'une quarantaine d'études, et donc c'est ça que je vous disais 40%, que je vous disais 10%, et en fait c'est trop, puisque mes chiffres étaient anciens, et les bonnes nouvelles annoncées par le président à l'instant mettent en exergue le fait que si on se situe à date, c'est plutôt 7-8%. Et le nombre de déclarations par étude est inférieur à 2. Et sur la question du GAFI, oui, les États-Unis, oui, la Grande-Bretagne, et oui, la Chine. Monsieur le directeur, est-ce que je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas plus de déclarations, Tracfin, auprès des commissaires-priseurs, s'ils étaient informés de la suite de leurs déclarations. Si effectivement on savait si on s'est trompé, est-ce qu'on a dénoncé quelqu'un qui ne devait pas l'être, ou est-ce que cette plainte a été suivie des faits parce que cette personne blanchissait vraiment de l'argent ? Alors, merci Monsieur le Président pour cette question qui est très importante. Je vais d'abord vous y répondre précisément, puis ensuite je commenterai. Nous informons systématiquement le déclarant, veiller depuis mon arrivée à ce que cette information soit effectivement systématisée, de ce que nous avons donné une suite utile, sans la raconter, à l'information que nous avons reçue. Si la suite utile venait à être le fait que nous avons saisi un service de renseignement ou la juridiction spécialisée en antiterroriste sur la base d'une information émanant d'une personne dont nous ne révélons jamais l'identité. Jamais un déclarant de Tracfin ne voit son identité, ne voit l'origine de l'information qu'il nous donne identifiable dans la suite de la procédure. Néanmoins, si vous saviez que les pistolets d'Henri IV ont été revendus encore plus cher que la cote prévue par quelqu'un qui ensuite est parti en Syrie, c'est une information que vous n'avez pas besoin de connaître, donc je ne vous la donnerai pas. Mais donc nous vous indiquons qu'il s'est passé quelque chose et la suite a été donnée. Nous rajoutons désormais, maintenant, lorsque l'interaction qui a pu se nouer pour mieux comprendre une information que vous nous avez donnée a été d'une qualité remarquable, nous adressons, suivant les cas de figure, mais à la personne et ses chefs, alors ça c'est un exemple bancaire, ou le cas échéant à ses autorités de régulation, un message de remerciement dédié
pour dire que nous avons eu une information d'une qualité vraiment exceptionnelle ou une interrelation objectivement remarquable, de manière à ce que ce point soit identifié, et pouvoir en faire plus. Je demande aussi à mes équipes d'identifier ce que j'appelle la déclaration de soupçon à laquelle nous avons échappé, lorsque, pour une opération, nous avons récupéré l'information par un des professionnels qui a été intégré dans la chaîne, alors que d'autres catégories de professionnels l'ont vu aussi. Et pour reprendre une terminologie de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de fraude fiscale, savait ou ne pouvait ignorer qu'il était témoin de quelque chose qui aurait dû normalement éveiller le soupçon, afin que les suites disciplinaires soient données suivant les procédures de régulation de la profession, voire l'échange sur le sujet avec la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice, lorsque la situation est vraiment topique, que l'autorité judiciaire puisse se poser la question de la complicité. Voilà. Une autre question ? À votre droite. À propos justement du caractère vraiment anonyme des déclarations, quand on fait des déclarations TRACFIN aujourd'hui, on a un numéro. Enfin, sur le site, on ne peut pas retrouver les déclarations qu'on a réalisées. On a un numéro qui ne sera ensuite pas le même que celui avec lequel vous allez nous écrire pour nous donner la suite de ce qui s'est passé sur cette déclaration. Donc en fait, je trouve ça il est assez difficile de comprendre de quelle déclaration on parle. Voilà, en fait, tout le caractère très opaque fait que on n'est pas bien sûr du bon suivi de la déclaration TRACFIN, de ce qu'il en est. Et justement, on peut difficilement tirer des leçons de de nos déclarations, tout simplement. Alors, merci pour la question. Je vous dis, notamment chez les commissaires-priseurs, le risque de confusion des nombreuses déclarations de soupçons adressées la même semaine par une étude est malheureusement largement démenti par les faits. Alors, vous êtes vraiment une exception parmi vos collègues. Donc, je vous rassure, ou pas, mais cette situation-là, elle est malheureusement théorique. Ça, c'est le premier point. J'espère que vous allez vous trouver face à ce type de confusion, mais on viendra ensemble sur la scène pour partager cette expérience devant vos collègues. Ça, c'est le premier élément de ma question. Second élément, vous avez une obligation de déclaration d'un soupçon qui vous dégage de vos responsabilités disciplinaires et pénales. Après, c'est mon affaire. C'est mon affaire d'enquêter, et c'est mon affaire si nous considérons que les faits tels que vous nous avez déclarés, tels que nous avons pu, le cas échéant, les compléter, justifient la saisie d'une administration de contrôle, l'URSSAF, la Direction générale des finances publiques. La Direction générale des finances publiques est le destinataire très principal des informations qui ont été portées à notre connaissance sur la base des déclarations des commissaires-priseurs. Ou l'autorité judiciaire, ou les deux. Escroquerie non déclarée aux impôts, contrôle fiscal, plainte pénale. Ça, c'est mon affaire. Et là où nous informons le déclarant de la suite donnée, c'est lorsque le sujet sort de TRACFIN. Enfin, quand vous déclarez sur notre plateforme entièrement revue voici quelques semaines, vous avez un accusé de réception, vous avez un numéro de dossier de suivi, et vous avez l'adresse fonctionnelle et pas individuelle d'un agent qui est l'interlocuteur de la profession. Le seul de nos équivalents européens à avoir en place un interlocuteur dédié par profession. Comme TRACFIN est un service de renseignement, l'identité de mes agents est secrète, et donc vous n'avez pas un interlocuteur dédié avec une adresse Antoine.Magnan. Enfin, si vous avez la mienne, moi je ne suis pas secret, mais sur 230, on est 3 dont l'identité est connue. Ça ne facilite pas forcément la relation,
mais la réponse sur la boîte à lettres fonctionnelle qui vous est adressée est en moyenne de 48 heures. Dans l'expérience que nous avons des relations, pas spécifiquement avec les commissaires-priseurs, lorsque nous avons des questions à poser, nous avons l'impression que nous répondons pas moins vite que la moyenne de nos interlocuteurs. C'est une question qui vous a déjà été posée lors d'une autre rencontre, mais c'est le fameux plancher, enfin en tout cas une sorte de montant de 10 000 € dont on ne sait pas exactement s'il s'agit d'un montant cumulé, dans le temps, combien de temps, et là-dessus, effectivement, ce serait pas mal de nous orienter un peu mieux. Vous-même, je pense que le service n'avait pas encore tout à fait la réponse, mais parce que, voilà, est-ce que c'est cumulé? Est-ce que c'est limité dans le temps? Est-ce que c'est sur 1 an, sur 6 mois, sur 1 jour, etc. Ça compte aussi quand même beaucoup parce qu'il y a un certain nombre de commissaires-priseurs qui font un nombre de transactions énorme et effectivement de petits montants, aussi de gros montants, mais aussi de petits montants cumulés. Voilà. Alors, je vais vous faire une réponse à 2 étages. Une réponse un peu habituelle, puis je vais essayer d'être plus précis. La réponse un peu habituelle, c'est que vous savez mieux que moi. Mais chacun son métier. Et ce qui éveille ou devrait éveiller le soupçon d'un commissaire-priseur, un commissaire-priseur le sait mieux qu'un fonctionnaire du ministère des Finances. Ce n'est pas totalement une lapalissade, en tout cas pas que. Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de sombre ? Vous n'êtes pas moins bien placé que moi pour le savoir et pour le définir. C'est un sujet de connaissance de marché, de connaissance de clients, d'expérience professionnelle, pour ne pas dire de réflexe. Et ces éléments-là, que ce soit l'engagement et la qualité de nos équipes, quelle que soit notre capacité à échanger avec vous, quelle que soit notre capacité à lire les articles pertinents, par définition, les maîtrise moins bien que vous. Ça, c'est la réponse générale. Je ne vais pas m'en départir tout en essayant d'être un petit peu plus précis. J'amène une fiction de montant plancher. Je vais vous raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui, mais c'est pour illustrer ces raisons-là et pourquoi, ni dans la pratique et encore moins dans le droit, nous ne fixerons de montant plancher. Un des domaines de spécialité, j'emploie beaucoup de guillemets sur le sujet, de Tracfin, et la capacité à identifier des phénomènes dits de live streaming. C'est quelque chose d'épouvantable. C'est la capacité que peut avoir un individu, en payant, à bénéficier en direct et en image de sévices de toute forme envisageable sur des enfants à l'autre bout du monde. Le sévice, notamment sexuel, sur un enfant à Madagascar ou aux Philippines, ça coûte 40 €. Je vous invite à consulter des articles de presse assez récurrents qui sont intervenus voici à peine un mois sur le sujet. J'ai en tête notamment un article du Monde que vous trouverez d'ailleurs notamment sur le site LinkedIn de Tracfin, que je vous invite à consulter régulièrement, dans lequel quelqu'un de relativement connu, notamment dans le dessin animé pour enfants, avait été condamné sur la base d'identifications faites par mes équipes. 40 €. Si je vous disais c'est 10 000, 10 000 c'est au-dessus de 40, je rate. L'organisation du financement du terrorisme se fait par des montants importants ou par des montants minuscules, cumulatifs, menés par un nombre de gens qui organisent le fait qu'ils se multiplient pour passer sous les radars. Donc il n'y a pas, en droit, en pratique, de montant plancher. Et il ne doit pas y en avoir.
Et donc, je vous répète, c'est qu'est-ce qui est bizarre dans ce que je vois? Qu'est-ce qui est improbable dans cette personne qui débarque, qu'on n'a jamais vu venir et qui, en quelques semaines, devient un acquéreur récurrent? Pourquoi est-ce qu'il achète tellement au-dessus de la cote? Et d'ailleurs, c'est qui? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Si l'on considère néanmoins que le cœur des sujets que vous identifiez, pourriez identifier, ou qui mettent à risque en tout cas le marché de l'art, sont des sujets de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, commençons par nous poser les sujets à 6 chiffres plutôt que les sujets à 2 chiffres. Mais ça n'exclut pas que l'on puisse, dans nos activités, travailler sur des montants extrêmement faibles, soit parce qu'agrégés, ils mettent en exergue un écosystème, soit parce que l'accès à une situation épouvantablement criminelle se fait pour une poignée d'euros. Monsieur le directeur, permettez-moi d'intervenir quelques instants, parce que je pense que nos consoeurs et confrères sont un petit peu perdus, et je voulais juste bien séparer les rôles de Tracfin et des douanes qui jouent le rôle de notre organe de contrôle de la compliance et des règles de conformité. Dans les règles de conformité que vous devez formaliser, on est bien d'accord que ce sont pour les transactions qui égalent ou dépassent 10 000 euros. Mais ce dont parle le directeur, c'est uniquement vraiment la déclaration de soupçon Tracfin qui peut être complètement séparée de votre chaîne de compliance pour aboutir ou pas à une déclaration de soupçon. Là, c'est juste, on est bien d'accord, des règles de bon sens, monsieur le directeur. Hein, si vous avez un doute certain ou plus ou moins certain et que c'est moins de 10 000 euros, bien évidemment, il faut faire une déclaration de soupçon, même si ça ne passe pas dans la grille de lecture que vous avez réalisée avec votre cartographie des risques. Donc voilà, je voulais juste dire ce petit mot de bien séparer le processus en amont de la déclaration de soupçon qui est tout le processus de compliance, comme on dit en bon français, de conformité aux réglementations de lutte contre le blanchiment. Et vous avez donc bien sûr le Vanemecum des douanes qui vous explique tout ce que vous devez faire avant pour arriver à une déclaration de soupçon. Voilà, je confirme avec 2 précisions syntaxiques. À Tracfin, il faut déclarer un doute et pas un doute certain. Pardon. Certains en taquinent un peu la porie. Dans le doute, écrivez-moi. C'est aussi simple que cela. La seconde précision terminologique, c'est la déclaration, la cartographie des risques que vous devez avoir faite. On me dit que certains sont sur le point de la compléter, mais ne l'ont pas encore totalement complétée, n'est-ce pas? C'est dommage. Je parlais de conscientisation collective. Moi, j'ai une question très simple d'ordre pratique. Quand une vente a été réalisée, on a un soupçon concernant l'acheteur. On fait une déclaration de soupçon. Néanmoins, on a reçu les fonds par voie de virement. Que fait la maison de vente? Quand on pose la question à Tracfin, on n'a pas forcément la réponse. Est-ce qu'on annule la vente? Est-ce qu'on transfère les fonds au vendeur? Nous avons fait une déclaration de soupçon. Comme vous dites, ce n'est qu'un soupçon. Et si on n'a pas de retour, on se pose la question, on ne sait pas quoi faire. La vente a été réalisée. Voilà, c'est la question que beaucoup de maisons, je pense, se posent. Que quelques maisons se posent, comme je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'intervenante ou ma première réponse qui fait l'objet d'un applaudissement. J'ai un soupçon, là encore, mais qui n'est pas certain. Plusieurs choses. Vis-à-vis de Tracfin, vous faites une déclaration de soupçon. Si ça vous paraît extrêmement problématique, extrêmement grave, en liaison avec la représentation de la profession,
qui sait où nous trouver, vous passez un coup de fil en disant j'ai un problème, je fais quoi? Je vous donne des réponses qui sont pragmatiques et organisationnelles. Et nos interlocuteurs sont là pour vous conseiller et pour mettre en œuvre, le cas échéant, soit certaines procédures qui relèvent de nous-mêmes, soit une mobilisation très rapide de l'autorité judiciaire s'il y a lieu. Les cas de figure dans lesquels vous ne procédez pas à l'exécution de la vente relèvent du cadrage juridique de votre activité, pas nécessairement par le truchement ou l'intervention préalable de Tracfin. Ça, je vous renvoie à ce cadre-là et à vos pratiques telles qu'elles ne sont pas définies, mises en œuvre, organisées et, puisqu'on parlait mal français, monitorées par nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, s'il y a eu lieu à ne pas dénouer la transaction, la moindre des choses, là, pour le coup, c'est de nous prévenir. Une ultime question? Non? Bien, écoutez, monsieur le directeur, merci infiniment d'être venu nous voir et de nous avoir fait cet exposé. Merci à vous. Les plus de 500 maisons de vente françaises ont bien évidemment toutes fait leur cartographie des risques et sont en conformité avec la 5e directive européenne. J'aime à vous l'entendre dire. Merci à vous, merci pour ces échanges et donc j'espère à bientôt. Merci beaucoup.